Eh bien, bonsoir. Voilà, donc effectivement, je suis Patrick de Michel et je suis archéologue de métier. Et j'ai passé 30 années au service d'archéologie du département de Vaucluse, où nous avons donc écumé le département et même quelquefois, même sur le théâtre antique d'Arles, nous sommes venus travailler avec les collègues. Et de fil en aiguille, hein, finalement, je me rends compte que j'ai choisi comme thématique les monuments de spectacle, mais aussi finalement le côté donc acoustique de l'architecture, mais aussi par notre travers, si on peut dire, c'est que je pratique aussi la musique. Donc forcément, joindre l'utile à l'agréable et se rendre compte que c'est insondable et qu'on est devant quelque chose d'assez extraordinaire et pour lequel les anciens ont de toute manière déjà compris énormément de choses et ont pratiquement réussi à embellir l'acoustique, à embellir les voix, à faire passer plus facilement les discours, les musiques, les impressions, sans pour autant avoir eu besoin d'électricité. C'est déjà une première chose assez incroyable. Et au final, on pourrait dire, si on était encore... on les a pratiquement jamais égalés. Alors, le sujet que j'ai choisi, il est très ambitieux, mais ma proposition est beaucoup plus une interprétation et une réflexion qui s'est formalisée, je dirais, à moi par le biais de mon travail dans les fouilles, dans les opérations, puisque le service d'archéologie a aussi un passé de néolithicien. On a eu donc toutes les périodes, et toutes ces périodes ont évidemment, de par les contacts, les fouilles, les endroits, les architectures rencontrées, m'ont permis de vous proposer cette simple évocation et non pas un théorème avec... c'est une impression, donc on va commencer. Pour commencer, je suis obligé de m'asseoir parce que je manipule des sons et des petites machines. Et pour commencer, autant définir véritablement ce que le son est en fait. En fait, c'est une conséquence, c'est une vibration. Ça prend naissance dans l'air quand les molécules qui le composent sont mises en mouvement d'une quelconque façon. Le phénomène se produit sans transport de matière. Les particules du milieu entrent en vibration, les autres restent dans une position d'équilibre. Et la déformation se propage dans le milieu selon une onde. On dit que le son se déplace en onde sonore ou acoustique. Déjà, c'est tout de même assez magique. Les personnes qui vont toujours chercher de la magie dans des complexités, il suffit de regarder comment ça se passe, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On a une transformation d'un impact, d'un son, d'une vibration qui va je dirais, s'externaliser en devenant audible. C'est vraiment assez extraordinaire. Et la première chose à connaître également, c'est la façon dont... bon, alors c'est vrai que des grands philosophes, mathématiciens grecs et même d'avant, malheureusement on n'a pas trop les informations, si ce n'est des tablettes cunéiformes qui auraient pu aborder certains sujets, en particulier sur des notations musicales. Et ici, comme vous voyez, Pythagore, bon, évidemment, il a énormément théorisé et il est passé à l'action puisqu'il avait donc pratiquement avec lui une secte de plusieurs dizaines de personnes qui, d'après mes souvenirs, s'appelaient les acoustimaticiens, quelque chose de ce genre. Et ils vivaient souvent enfermés dans des locaux où on voyait rien. Voilà. Il y avait des draps autour et ils étaient dedans et ils ne vivaient que par rapport à la perception du son et il y avait une relation très particulière également avec ça. Je ne vais pas continuer sur Aristote. De toute manière, ces théories et les choses les plus passionnantes vont arriver de toute façon par le biais de la nature aussi. Et c'est ce que nous allons voir. Alors c'est vrai que l'élasticité de l'air permet au son de se produire et de se propager. Autre question, dans un espace sans rien, si c'est le vide complet, est-ce que le son peut ou pas passer? Voilà, ça c'est une grande question. On ignore vraiment ce qui pourrait se passer dans des univers où on n'a pratiquement rien pour faire vibrer. C'est
très, très particulier aussi. Alors c'est vrai que ça fait des ondes qui ressemblent un peu à cette petite animation, mais pour passer rapidement sur la technique, évidemment, c'est une affaire de particules, et quand on voit ce type de dessin avec ces sortes donc, de petits cheminements sinusoïdaux, on pourrait penser qu'en fait on est devant des danses. Et chaque fois qu'il y a de la musique, hop, il y a toujours un rituel ou une danse à côté ou un mouvement qui l'accompagne. C'est une des réflexions qui, quand même, sont assez intéressantes. Effectivement, avec les expériences donc, de Chadleaf, je crois le nom exactement, on a des plaques métalliques sur lesquelles on dispose du sucre ou du sel. Et avec donc, un archet, on va faire vibrer la plaque métallique et la plaque métallique va donner une sonorité, donc une note. Et la note va former ce que vous voyez dans les 6 panneaux. Et en fonction donc, des notes de musique, on aura une identification qui sera différente puisqu'on aura des dessins qui seront assez incroyables. On rejoint Pythagore, la géométrie, les nombres et aussi finalement le résultat puisque c'est immuable. Voilà. Alors voilà, certainement les phrases les plus intéressantes, effectivement, je vais la lire quand même. La musique est une pratique occulte de l'arithmétique dans laquelle l'esprit ignore qu'il compte. Voilà, mais quand on regarde un petit peu autour, je crois que des compteurs, on en a pas mal. Hein. On a le cœur, on a le rythme, on a tout autour de nous, on a le vent, on a le temps, on a tout qui passe et c'est une affaire de compteur. Donc on a bien compris qu'effectivement... Et la deuxième, attribuée à Pythagore, la musique est le nombre rendu audible. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire. Alors, les modes de vibration, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais finalement, on voit et on comprend aisément que la multiplication va engendrer des notes de plus en plus importantes avec des associations de plus en plus importantes, comme par exemple 2 octaves plus quinte jusqu'à 16 sons entendus. Et plus il y en a, plus il y a du bruit. Donc, du coup, la réalité se passe de commentaires. Alors voilà la dernière chose pour parler technique, c'est à peu près ce que nous pouvons supporter par rapport aux décibels et effectivement on voit très bien que certaines voitures de course et certains concerts de rock, je pense qu'il y a des voitures qui, quand elles traversent les villages, sont suffisamment bardées de haut-parleurs pour rivaliser avec un avion qui décolle. Des fois, dans les nuits, ça dure longtemps. Ça fait partie d'un mythe du son et de sa transmission. Et on arrive immédiatement à l'art pariétal. Et donc l'art pariétal, pourquoi ? Parce qu'au final, les visites successives, les opérations de fouille à l'intérieur des Avennes et un petit peu de partout de par le métier, font que la première chose qui frappe, c'est l'acoustique des endroits clés. On les appelle la chapelle pour Chauvet ou ailleurs, mais on a vraiment quelque chose qui ressemble à un chœur. Et en règle générale, ce n'est jamais vraiment non plus très silencieux. Il y a toujours des bruits d'eau. D'ailleurs, à Nious, à côté de Tarascon-sur-Ariège, voilà. On a une grotte où on entend de l'eau qui ruisselle derrière les parois. Et ça crée une impression. Et c'est là que les artistes donc, graveurs et peintres pariétaux ont réussi à localiser les endroits, mais on va y arriver. La deuxième chose qui peut être très intéressante aussi, c'est on voit l'animal, on voit la gravure, on voit aussi sa forme, et du coup, on peut désormais imaginer le bruit, le son que pouvait produire cet ensemble d'animaux, et on va en écouter quelques-uns au fur et à mesure. Voilà, ça c'était juste l'explication de la profondeur de cet art, où on a véritablement l'intérieur, c'est pariétal, un peu plus de vin, et le mobilier aussi. Et la chose qui peut être aussi intéressante, c'est qu'on est véritablement à l'intérieur d'un cocon de pierre qui a une très forte réverbération. Dans l'ensemble des grottes qui existent, l'homme déjà avait besoin de se loger. Donc on va voir ici avec les Aurignaciens, et en même temps les points donc, de leur occupation, on voit que de toute manière ils ne sont pas très loin des côtes en général. Et pour ce qui nous concerne,
on va voir donc ici, on rentre directement dans les massifs calcaires avec des caractéristiques très particulières quant à donc l'absorption du son et les réverbérations. Et la première chose, donc on va commencer par ça. La première chose, c'est l'environnement sonore. On peut imaginer ces groupes d'humains entre eux, en tribu de quelques 20 sujets, et circuler dans un dans un Éden, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui, malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. La nature par elle-même va déjà produire, pardon, on va y arriver, la nature déjà va produire elle-même un environnement sonore effrayant. On prend certaines grottes, on prend certains endroits, et comme par exemple avec la grotte Chauvet, on a découvert qu'effectivement un volcan, on le verra après, était dessiné, était véritablement gravé. Donc le travail de topographie par la suite fait qu'on se retrouve, je le baisse un peu, on se retrouve forcément devant un dilemme. Comment et pourquoi ils l'ont dessiné à l'intérieur de la veine ? Comment se fait-il qu'à Chauvet, ils aient pu voir certains donc, volcans impressionnants du massif central, du Cantal, etc., qui est quand même assez loin. Et on voit avec la topographie qu'au final, ils pouvaient voir, puisqu'on était à une altimétrie équivalente à peu près de partout, et qu'on voyait un spectacle terrible, et en même temps qui était certainement aussi réverbéré à l'intérieur des canyons calcaires et l'ensemble donc de l'environnement acoustique était augmenté encore plus. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour le développement de la musique, on a effectivement ce côté chaman qui ressort. Le côté chaman, il va donc voir et être simplement dessiné dans la grotte des Trois Frères. Il est donc évident que le chasseur s'est revêtu de la peau de son gibier, mais que éventuellement aussi il masque sa propre odeur par celle de la peau de l'animal. Mais on pense également qu'ils ont vraisemblablement eu aussi des danses, des rituels avant de partir à la chasse. Donc il existe déjà un substrat éventuellement musical. On ne le connaît pas, évidemment, mais on imagine qu'effectivement, les premiers éléments, ça va être donc les tambours, puisque ça va rappeler l'intérieur de la grotte. Et l'intérieur de la grotte, l'intérieur de l'habitation, l'intérieur donc de la zone donc où les tribus peuvent vivre, forcément, on a une diversité de sonorités. Et le grand intérêt, c'est que pour le chaman, on le voit ici, on va avoir un environnement sonore qui va commencer à devenir assez... voilà, ici, on va le baisser, qui va devenir un peu plus compliqué pour lui, puisque de toute manière, les brames de cerf et les bisons qui sont chassés représentent également une force et un décibel mais extraordinairement puissant qui, de toute façon, les obligeait à tenter de les imiter. Et voilà le vrai personnage donc, dans une posture différente également, mais avec la même idée. Et l'idée de créer des objets d'art avec, comme ici, la donc, sculpture d'un lion, un lion de caverne, mais qui va aussi rappeler le chaman et l'homme, également de l'Aurignacienne déjà. Et quand on est, par exemple, dans les contrées de ces animaux, on va... Effectivement, on va forcément développer, je vais le laisser sortir un peu, je vais le baisser. On imagine bien que acoustiquement, ça ne doit pas faire la même chose que le début que je vous avais proposé avec les petits oiseaux.
Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est un avis personnel encore une fois, mais dans la dimension de la chasse, il y a la dangerosité extrême d'aller se battre contre des animaux aussi imposants avec une force aussi puissante, et en même temps le besoin de reproduire chaque fois le plus souvent l'ensemble de ces animaux, parce que effectivement la menace, le danger, la promiscuité, on ne va pas lutter pour aller partager son appartement ou sa grotte avec le lion à dents de sabre, hein, c'est bon quoi. On va le laisser tranquille, on va partir. Du coup, vraisemblablement, va se développer aussi une forme de subconscient qui va forcément catégoriser les sons auxquels auront été soumis ces populations. Donc forcément, les sons qui seront graves vont être beaucoup plus impressionnants, vont être beaucoup plus souvent lointains, mais ils ne vont pas attirer le danger et la terreur avec un son aigu. C'est peut-être pour ça que les bébés et les petits animaux ont toujours des voix très aiguës, parce que ça passe plus facilement qu'un son grave. Et ça a été choisi aussi par l'insécurité dans laquelle on se retrouve plongé immédiatement quand on entend un hurlement, quoi. En règle générale, le hurlement, il est à des tonalités très élevées, mais à l'intérieur, on a un réflexe, on capte immédiatement, quoi. Et comment ça se fait qu'on capte comme ça? Et ça serait bien pour les publicistes s'ils pouvaient arriver à nous manipuler de cette façon, hein. Mais c'est justement le problème, il est là, c'est que ça vient de très très loin. Et je vous mets un brontosaure, mais un brontosaure, mais voilà, il est là. Voilà, là j'ai été obligé de le mettre parce qu'on m'a dit oui, mais alors les hommes préhistoriques, quand il y avait les brontosaures et les dinosaures, comment ils faisaient, quoi? Et je leur ai expliqué, en fait, ils étaient déjà encore dans la couveuse, ils n'étaient pas sortis encore, hein. Et du coup, déjà, vous voyez, et quelquefois, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu gênant. Mais on va avancer, puisque après, c'est vrai que dans un morceau d'ivoire, il est assez expressif. On le voit là, il est plutôt, aujourd'hui, c'est celui de la grotte Cosquer à Marseille. Et immédiatement, on va rentrer dans les premières découvertes d'instruments de musique. Ça, c'est une grotte en Slovénie. Et l'instrument s'est avéré être un morceau de flûte, c'est certain. Mais il a été donc creusé et gravé à l'intérieur d'un fémur d'ours des cavernes. Un petit peu comme toi, tu m'as bien pris le chou pendant que je voulais avoir ta grotte. Maintenant, je vais siffler avec ton fémur que j'aurais donc creusé pour faire un instrument. Le problème, il est simple, 45 000 ans de notre ère. C'est hallucinant que déjà, il existe une forme de solfège et une différenciation de sonorité également. Donc ça nous ramène un petit peu avec nos CD et notre modernité à des choses qui rien de nouveau sous le soleil, quoi. En gros, c'est les premiers instruments qui vont sortir. Enfin, ils ont été trouvés. Il y a toute une série d'ailleurs de flûtes qui ont été trouvées. Là, on voit à peu près, d'après les travaux de Bob Fink, qu'en fait, on est sur une échelle donc diatonique do ré mi fa sol la si do assez précise. Donc en fait, oui, on n'a fait qu'emprunter aux autres. Donc j'avance parce que voilà. Alors celle-là, effectivement, elle est faite en os de vautour et c'est à Fels. Et en fait, elle est pratiquement complète. C'est par chance, elle a été trouvée. Voilà, elle a été trouvée en état. Et en plus, on a découvert qu'en fait dessus les notes étaient creusées de telle façon de pouvoir permettre de faire des demi ou des quarts de tonalité. Enfin bref, c'est assez extraordinaire d'imaginer que voilà, il y en avait déjà qui, voilà, j'imagine que si c'était plusieurs, ils avaient un orchestre, parce que voilà, c'est voilà. Ah bon. Et on a à peu près désormais environ une trentaine d'objets similaires qui sont situés dans toute l'Europe.
Et pour toujours remettre je dirais, en contact les déesses mères, qui à l'époque étaient aussi aurignaciennes, pareil. Elles datent de la même époque, elles sont déjà sculptées aussi, il y a déjà donc de la musique. Et au passage, quand on parle et quand on présente dans certains, avec des gamins ou autres, quand on parle donc de ces corps qui sont vraiment complètement démolis en grande partie, c'est que je leur dis aux enfants, je dis, il faut quand même savoir que la dame, elle a peut-être eu entre 10 et 12 et même plus d'enfants, quoi. Parce que bon, la moyenne d'âge, il ne faut pas l'oublier, c'est 18 ans, quoi. 18 ans, 20 ans à peu près. Il pouvait rester des personnes qui pouvaient vivre plus longtemps, mais la moyenne d'âge... Donc, bon, on n'a rien à dire. Voilà. Et effectivement, les choses qui sont les plus intéressantes aussi viennent du fait que c'est uniformisé. La totalité donc, des instruments sont pratiquement tous formalisés dans cette série de notes à quelque chose près, parce que bon, ça dépend des trous, ça dépend du tuyau, mais on arrive déjà à avoir quelque chose et qui, sans s'être forcément contacté au préalable, ils ont déjà la même, le subconscient collectif. On va dire ça comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors après, bien évidemment, on va passer à la donc percussion. Et la percussion, ici, c'est comme pour le cha-cha-cha, un grattoir avec dessus donc une tige métallique et qui reproduit un bruit. Et ce bruit, en fait, quand on l'écoute bien, on se rend compte qu'on le retrouve aussi dans la nature, évidemment. Alors, je vois que lui, il continue, c'était l'Etna qui nous faisait l'éruption. Donc on a des formes entre guillemets très particulières de percussion. Malheureusement les tambours ou les tambourins, ils ont des peaux, ils sont souvent cuvelés avec du bois, donc on les trouve pas, quoi. C'est dommage. Et on retrouve absolument pas du tout non plus de représentation sur les grottes ornées, quoi. Donc ça c'est assez important aussi de le... Donc forcément, on développe également à cette époque, à ce moment-là, la rombe. La rombe étant un instrument, entre guillemets, à vent, c'est un peu compliqué. C'est donc effectivement taillé de cette façon. On voit en haut un trou, on met une corde à l'intérieur, on l'attache à un bâton et on le fait tourner. Et en la faisant tourner, la rombe, on crée un son assez dérangeant, très spécial. Malheureusement, je voulais le faire ici, mais ça va, quoi. On ne va pas le faire parce que j'ai un ami qui joue de cet instrument. Et en fait, il joue aussi avec la hauteur de son manche. Plus il monte et plus le son semble aigu. Ou alors un demi-ton. Peut-être que c'est le fait que la vibration elle est bloquée comme pour une corde, quoi. Voilà. Là voilà, on voit le système, le fonctionnement et la dextérité également vient dans la façon dont alors je ne sais pas si on ne va pas l'appeler le rombleur, mais le joueur de rombe, il va arriver à faire tourner son instrument pour donner des tonalités différentes rapidement ou coincer. Enfin, c'est assez incroyable. Après, on trouve aussi, ça a mis du temps à être compris, il a fallu que ce soit un basque qui siffle à l'intérieur pour se rendre compte qu'en fait c'était un sifflet. Coup de chance. Et souvent, là, on a Istirutz là-bas, Pays basque, quand même, la tradition est restée. On sait que les bergers basques communiquent entre eux dans les montagnes en sifflant. Ils ne le font pas dans les Alpes, ils le font là-bas. Bon, on n'a pas trouvé des sifflets dans les Alpes non plus. C'est des petites réflexions, mais bon, on en trouvera un jour. Donc en fait, voilà, ça c'est le premier, c'est la photo du premier groupe, quoi, puisqu'en fait il y a un joueur de flûte, de sifflet, un rombier et en même temps un percussionniste. Voilà, ça donne une idée de ce qui pouvait être créé comme musique. Alors, voilà, la Vénus de l'Ocelle, c'est très important parce que dans la stèle et dans la représentation, on a une corne. Et la corne, c'est véritablement le premier contact avec l'instrument à vent. Et c'est vraiment, encore une fois, 25-30 000 avant. Et on a déjà l'idée... Alors,
pour l'instrument avant, à la limite, c'est certain que le vent, les tempêtes, les orages, etc., doivent donner l'idée également de créer cette mimétisme avec la nature, d'essayer de recréer des sons pour contrecarrer les malheurs qui peuvent aller avec un énorme orage qui va tout détruire, etc. J'en ai 2-3 là, c'est bon, quoi. Ça déchire tout. On écoutera la musique après. Mais du coup, ça donne également à la corne un aspect sacré qui va perdurer à travers l'histoire pratiquement de l'humanité, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose de... En plus, c'est une corne, mais on le voit ici. Je vous laisse lire. Alors, on en revient toujours au chamanisme, de toute manière, en règle générale. Voilà. La seule chose qu'on a oubliée, c'est ton avis. Nous sommes tous que des chamans, quoi. Mais on ne le sait pas, mais c'est pas grave. Mais c'est important parce que c'est déjà un miracle de pouvoir vivre. Vous voyez, c'est voilà. Donc du coup, l'instrument gravé ici, c'est vrai que c'est assez lugubre comme sonorité. Je l'ai photographié un petit peu de partout pour qu'on voit bien aussi la façon dont elle est. Hop. Voilà. Alors après, effectivement, la conque que nous verrons de Marsoulas, c'est celle qui est en reproduction au musée à Marseille, à Cosquer, là-haut. Et là, pour le coup, derrière, on a effectivement aussi des points qui sont des gravures, on les verra après. Voilà, c'est véritablement un instrument assez profond. J'en ai pas trouvé pour les refaire, mais c'est quand même assez étonnant. La question est de savoir si le trou qui se trouve ici pouvait permettre une modulation. Voilà, c'était un avis qu'on avait pu donner quand on pratique les instruments. Le voilà, hein, on voit bien le... En plus, c'est vrai que c'est véritablement un pavillon, et au passage, on verra, au fur et à mesure qu'on évoluera dans la conférence, qu'en fait, on en revient toujours quand même à l'oreille, hein, à l'ouïe, quoi. On a toujours un pavillon, on a toujours un conduit, et c'est assez étonnant que la nature nous ait dotés de cette faculté. Alors ça, c'est celui de Marseille. Alors oui, ça va trop vite. Ouais, non, ça va, hein. Comme ça, voilà. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y avait des points aussi. Et ces points, donc, ils sont des pastilles avec de l'ocre. On les retrouve aussi sur des parois. Et moi, ça m'a toujours frappé parce que j'y voyais quand même en même temps une forme de... Voilà, quoi, une forme de rythme ou de notation, peut-être, de décoration. C'est pas évident, mais voilà. Alors effectivement, on a des contacts qui vont quand même après s'établir une fois qu'on va arriver à la fin du néolithique. Bon, effectivement, il va y avoir quand même de la circulation. On sait que une grande partie des Espagnols de l'Estrémadure, ils vont plutôt migrer du côté de chez nous. Voilà. Et on peut les identifier grâce à leur architecture très particulière, avec des remparts, des murs très très conséquents, et qu'on retrouve aussi là-bas. La raison doit être simplement parce qu'il devait faire trop chaud, qu'il n'y avait plus de nourriture, ou qu'un problème climatique, ou je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en tout cas venus chez nous. Et par contre, ils ne sont pas restés. Hein. Ils ne se sont pas développés, quoi. Ils ont été rapidement anéantis. Alors, on parlait tout à l'heure des grottes et on parlait surtout de l'acoustique. Alors effectivement, là, il y a de l'eau, il y a la grotte, il y a un volume énorme, et il y a la pierre aussi qui renvoie très très bien l'acoustique. Et en fait, la grotte du Mas d'Asile, elle a été pas mal aménagée, et elle est relativement très profonde. Et c'est quand on arrive vers la fin, puisqu'en fait, il faut encore descendre après plusieurs mètres, on arrive à la fin, et c'est plutôt ici que se développe le son. C'est-à-dire que la personne qui descend au fond du boyau, si elle pousse un cri,
lorsque le son sort du couloir, du boyau, il va prendre une amplitude assez phénoménale aussi. Donc, idée de vouloir dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir des proto-religions qui naissent parce que le son a donné son mystère en pâture à tous les amateurs, parce que quand même... on en revient toujours à la même chose. Bon, alors évidemment, l'architecture au milieu. Mais voilà, on parlait tout à l'heure de la grotte de Nioux en Ariège. Et là, pour le coup, c'est un boyau qui fait plusieurs kilomètres. Nous, on nous a donné une lampe comme dans les anciens Transfo SNCF. Et puis finalement, on pérégrine à l'intérieur. Et puis on arrive au fond. Et d'un coup, on a une salle qui s'ouvre. Et là, quand on est dans cette salle-là, on ne peut que penser à un véritable, je dirais, trajet, une sorte de rebirth, puisque ça ressemble vraiment, c'est un avis, mais à une forme d'utérus. Donc c'est quelque chose qui est d'abord, on sait comment ils enterraient leurs morts. Donc on savait qu'ils étaient tout le temps en position fétale, en règle générale, pour le Vaucluse en tout cas, le dolmen de Lubac ou un peu de partout ailleurs dans le département. Et du coup ici, quand on arrive dans cette salle, on est frappé parce que alors on ne peut pas faire de photos, c'est interdit. Je m'étais fait engueuler parce que j'avais essayé d'en faire une, mais ça avait fait un drame. C'est pas grave. Voilà, elle est là. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que on a véritablement une acoustique phénoménale, vraiment quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'écho, il n'y a rien, c'est une amplification. Voilà, vous envoyez un son, on tape dans les mains, la queue, comme on dit, de la réverbération continue assez longtemps. C'est très fascinant, quoi. Alors on imagine en même temps ce que ça devait donner comme ambiance aux personnes qui se retrouvaient à l'intérieur de la veine de la grotte, après l'avoir parcouru pendant un bon moment quand même. Avant d'y arriver, il faut 1 kilomètre et demi. Voilà, donc en fait, on va plutôt parler de ce qui nous intéressait, qui m'intercepte à quelque part au niveau de la musique, puisque on a des points, on a des signes, on a des choses qui désormais sont mises en relation avec une partition qu'on verra après, égyptienne, qui est fabriquée avec des points, mais aussi sur les plaquettes cunéiformes, une notation très très particulière en fait de barres et de points en fonction de la grosseur du point, soit on ne sait pas, soit c'est le volume qui est plus fort, ou alors c'est la note et la hauteur de la note qui augmente. Donc on ne sait pas, ou qui diminue, ça dépend. Donc en fait, c'est une possibilité, idem pour l'interprétation avec les signes. Ce sont des choses qui sont, je m'avance beaucoup, c'est un avis. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut pas, il faut observer, il ne faut pas fermer la porte à toutes les possibilités. Parce que comme on l'a vu, ils ont des instruments de musique qui sont assez développés. Et la technique de la fabrication du luthier ou du facteur, il a quand même fait quelque chose avec. Et toujours sans électricité. Voilà. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on avait quand même des superpositions qui posaient problème. Voilà, mais bon, je vais passer parce que voilà, c'est réparti également en fonction de lieux qui sont des culs-de-sac sur des avennes. Il faudrait désober le boyau entièrement pour aller continuer. C'est tellement l'enfer que ça va, quoi. Et en fait, par contre, les signes ici sont noirs et comme on le voit, ils ont une signification peut-être de, je ne sais pas, c'est peut-être l'absence de réverbération par rapport à d'autres endroits qui sont lorsqu'on est devant, donne beaucoup plus d'amplitude au bruit et au son. Donc on les voit bien ici sur ce qu'on peut considérer être une forme de carrefour, entre guillemets. Voilà. Et ça va, on va pas. Voilà, vous voyez, on reprend aussi bien des points, mais aussi des gravures qui sont
placé de telle façon qu'on dirait quelquefois qu'on a une amplitude qui veut dire quelque chose. Mais bon, les interprétations, je sais bien. Voilà. Là, pour le coup, ce que je ressens, moi, en face de ça, c'est plutôt l'imitation d'un bras ou d'une jambe ou de quelque chose, ou d'un animal ou d'un homme. Et on voit, comme avec Oscar aussi, des gens, des artistes qui vont tenter de se servir des infractuosités, tantôt les petits rochers prédominants comme ici, pour en faire des sortes alors, ils ont fait des animaux aussi, et là, pour le coup, tout le monde, chaque fois, pense que ça pourrait être une jambe ou un ex-voto. Alors voilà, ça y est, le mot, je dis ex-voto, mais c'est une façon également religieuse, parce que au final, ces grottes entraînent la musique, mais aussi le sacré, quoi. C'est pas pour rien, je pense que ça ne doit pas être tout le monde qui devrait pouvoir y rentrer. Voilà, bon, alors là, évidemment, les extrapolations sur les ronds dans l'eau qui sont aussi les mêmes ronds que la fréquence des notes provoque lorsqu'elle est visible. Malheureusement, on ne la voit pas. Là, c'était marqué de cette façon-là. Alors là aussi, c'est pareil. Il y avait les flèches, visiblement, des flèches qui font mal au bison, mais en même temps, les rouges qui semblent avoir atteint leur but et les autres qui ne sont pas tout à fait donc de la même façon. C'est la même chose, c'est un impact, donc c'est volontaire, c'est quelque chose qui participe à la prise de conscience de l'acoustique qui va amplifier Je suis persuadé que ça doit être sacré, quoi. C'est pas tout le monde qui pouvait toucher l'animal, quoi, ou sa représentation surtout. Voilà, on voit un petit peu le détail de l'oiseau, entre guillemets, motif rouge, et qui dit oiseau dit forcément, comme on était au début tout à l'heure, des chants d'oiseaux, la nature, quelque chose d'assez plaisant. Ça, c'est l'entrée de la vraie grotte, voilà, de la grotte Chauvet. Et ça aussi, c'est une vraie photo où là, on a pratiquement tout ce qu'on peut imaginer. Et derrière, c'est là, justement, là aussi, qu'une rivière souterraine passerait de l'autre côté. Et là, on a l'expression pratiquement de tout ce dont on vient de parler. On a l'impression d'avoir des volutes avec des sortes donc d'oxydation, mais qui sont pratiquées de manière assez bien, et surtout gravé, on voit bien la trace des doigts. Ça donne l'impression d'avoir soit un vent, soit de la fumée, soit du bruit, et pas mal de choses, et après des déplacements d'animaux dans tous les sens. Et là aussi, pour le coup, une forme d'invention. Si on parle de musique, on va parler un peu de cinéma ou de cinétique, si on regarde bien. Et quand on regarde ici et qu'on essaye de voir ça avec une torche, on a vraiment l'impression qu'il bouge, quoi. Donc en fait, on a vraiment l'impression que la gravure et les gravures superposées des lionnes qui sont incrustées les unes sur les autres, encore une fois, on passe une torche, on a vraiment l'impression que ça bouge, quoi. Donc il y a là aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte, parce que voilà, c'est pas forcément que cultuel. Alors c'est vrai qu'on a tous les animaux qui, donc ici avec les rhinocéros laineux, puisqu'à cette période-là, il faisait des températures vraiment terribles, c'était les périodes glaciaires. Et on peut quand même là aussi constater que effectivement le gars, l'artiste, il a vraiment un coup de... Il a vraiment... Vous voyez, donc il a un don qui est celui de pouvoir dessiner sur des parois. On peut facilement imaginer que certains autres devaient aussi avoir un don pour créer de la musique et faire du bruit, si on peut le dire de cette façon-là. Alors tout à l'heure, on parlait justement de volcans. Alors c'est vrai que sur le coup, c'est pas facile à voir, mais en attendant, dans la grotte Chauvet, au fond, à gauche, il y a un volcan. On le voit ici, il est en éruption. Il est représenté sous plusieurs aspects, avec le nuage dessus. Voilà. Et du coup, voilà à peu près ce que ça donne dans la réalité. Du coup, ça aussi, ça vient créer, je dirais, une véritable symphonie.
Je ne vais pas vous remettre le tremblement de terre, mais on va y arriver. Mais ça va créer déjà dans le subconscient des tribus et des personnes qui vont entendre ces bruits, ces vombrissements extraordinairement puissants, parce que nos volcans, d'après ce qu'on sait, c'est pas mal, mais alors les leurs, ça devait être terrible. Et là, voilà, le petit papier. Et là, pour le coup, la nature, elle devient hostile. Alors, effectivement, je me mets à leur place et j'imagine ce que, même encore actuellement, on doit ressentir devant une pareille puissance, devant un pareil déferlement de force de la planète. On a tendance à croire qu'on est les... Non. Si elle a décidé de faire un tremblement de terre, donc en fait tout ça, ça va rentrer également dans une forme de subconscient qui fera que par la suite, il va devenir plus puissant, après je l'arrête, mais par la suite, forcément on va vouloir le reproduire aussi, peut-être même pour baliser l'ultime peur, la terreur, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'habituer à cet environnement, puisqu'on imagine bien que si les volcans d'Auvergne ils s'éteignent quelque temps après, ils ne vont pas s'arrêter comme ça aussi facilement, quoi. Puisque bon, si eux l'ont vu, forcément dans leur subconscient, il devait y avoir également des déplacements de population. Il devait y avoir également, comme pour nous encore maintenant, il devait y avoir de la détresse un peu de partout. Et au fur et à mesure où on avance, on voit que la musique, malheureusement, on n'a pas plus d'informations. On nous aurait éventuellement, enfin, on nous dit ça, mais c'est pas forcément possible ni vrai, mais qu'éventuellement certaines stalagmites ou donc certaines pierres pouvaient aussi, comme des lithos, donner des sonorités. On n'a aucune preuve, on ne sait pas, on n'a jamais trouvé. Il n'y a actuellement qu'une grotte vers la Bretagne, je n'ai plus le nom parce qu'il est imprononçable, pardon, mais où à l'intérieur il y a une sorte de petite architecture qui ferait penser qu'éventuellement il y avait quelqu'un qui a tapé sur des pierres, qui avait un son qui était amplifié par la grotte autour. Donc, encore une fois, on n'a pas plus d'informations. Donc, en fait, le volcan, on vient de le voir, hein, ça c'est sûr. Et ça, c'était simplement l'explication pour vous donner l'altimétrie et par rapport à ce que ces hommes ont pu voir de l'endroit où ils se trouvaient. On voit qu'ils étaient entièrement entourés aussi. Voilà, un peu de mer, voilà, on va arriver à Cosquer. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est, encore une fois, qu'on est dans un environnement déjà plus que refroidi, évidemment, et que donc la mer est bien encore à l'arrière. Donc c'est pour cette raison que les grottes étaient accessibles. Et là, il est difficile de pouvoir apporter des informations, si ce n'est qu'il y a quand même des stalactites et des stalagmites qui se sont rejoints dans une étrange construction. Il semble des panneaux qu'on appelle les draps, qui sont faits de calcite et qui effectivement peuvent apporter une sonorité très cristalline. Mais bon, moi j'ai pas essayé, et c'est pas dans la grotte à Marseille qu'on peut le faire, puisque c'est que de la cipro. Voilà. Donc en plus avec la réverbération de l'eau, on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Bon, maintenant, elle est pratiquement à la moitié. Voilà. Les collègues. Ouais. Bon, alors effectivement, il n'y a pas de possibilité de pouvoir sortir effectivement des calcites derrière pour trouver des éléments. Les deuxièmes grandes découvertes d'instruments de musique, c'est évidemment les Babyloniens, la Mésopotamie, où on a là aussi désormais des instruments qui vont arriver jusqu'à nous, puisque
la lyre, la harpe, même le piano qui va être par la suite frappé par des marteaux. On va véritablement sortir là aussi sa reconstitution. On va plutôt quand même être là aussi dans des instruments qui sont des instruments cultuels. On a vraiment, c'est dans les temples, c'est vraiment très codifié. Apparemment, on n'a pas encore trouvé de fête votive à ces époques-là non plus. Et de toute manière, c'est tellement puissant que ça emporte tout, puisque même la décoration de l'instrument, ça suffit à elle-même. Alors effectivement, là aussi, on a des bas-reliefs où on a des sculptures qui nous apprennent qu'encore une fois, on a aussi, comme je vous en tenais le propos tout à l'heure, un mélange entre donc, la faune et l'instrument de musique par lui-même. Donc on a quand même une relation qui est incontournable. Alors ça, c'était donc la fameuse tablette cunéiforme, ayant des annotations musicales. Ce sont véritablement les premières. Et il fallait vraiment avoir la patience d'un grand professeur allemand pour arriver à retranscrire exactement ce qu'il pouvait y être dessus. Et personne n'est capable de dire le contraire aussi, quoi. Mais quand même, il y a déjà une notation qui existe, qui s'est développée, encore une fois, vers 5000. C'est quand même pas mal. On passe directement à une partition de musique égyptienne, où là on a une notation assez développée. Alors on a déjà pensé que de toute manière, il est évident que les couleurs doivent correspondre à des notes de même nature. La grosseur, peut-être que c'est dans une relation de tonalité. Plus c'est gros, plus c'est grave, et plus c'est petit, plus c'est aigu. Il faut rester toujours très très logique. C'est véritablement bon. Elle est quand même assez remarquable. Elle a été vraiment bien conservée. Et là, pour le coup, on a même des séquences de rythme possibles avec des points noirs. Les points noirs étant vraisemblablement les tambours qui devaient avoir les tonalités les plus graves. Et les autres sont en général de même couleur, donc forcément c'est du tambour. Parce qu'une même note tout le temps répétée 200 fois, à la fin, ça doit être lassant. Tandis que là, c'est plutôt des percussions et ça donne vraiment un rythme. Mais bon. Alors, on va dire qu'en même temps et à côté, l'âge des métaux chez nous, voilà, bon, à part un instrument qui pourrait être déjà éventuellement un gong, sur lequel on a donc une plaque de cuivre sur laquelle on frappe. Là aussi, c'est plutôt cultuel puisque ça a été trouvé dans des sépultures. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à... Et c'est là qu'on commence à arriver déjà à une intelligence entre guillemets de facteurs, puisque au final, il est évident que si on fait une petite courbure sur la trompe, on va augmenter sa puissance, puisqu'on va créer un mélange à l'intérieur qui va faire sortir un son très 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 grave, même à la limite un peu comme des klaxons de gros camions. Alors voilà, enfin les Carnenks. Voilà, ça va être... Le Carnenks, c'est véritablement l'instrument gaulois par excellence. Il est vraiment associé aux Celtes aussi. Mais nous, en Gaule, on l'a utilisé de manière très, très fonctionnelle puisqu'il a plusieurs rôles. Le premier, c'est d'être déjà un instrument qui permet de rassembler les vaillants soldats gaulois qui sont un peu de partout. Ça permet également de donner des ordres avec certains types de tonalités de musique. Et la dernière, c'est selon la position de l'instrument lorsqu'il est joué, on a véritablement une amplitude démesurée par les réverbérations et les échos différents qui peuvent être reportés par l'utilisation de plusieurs joueurs de Carnenks.
Et la chose vraisemblablement la plus importante aussi, c'est que c'est un instrument qui est présent aussi aux cérémonies. Donc évidemment, le côté culturel associé à celui de la guerre va forcément voilà, hop là, ici. Voilà. Alors, en général, il est donc là aussi avec l'emblème gaulois et par excellence, puisque c'est le sanglier. Et en même temps, c'est l'identité de la tribu, mais c'est en règle générale des tonalités qui vont être pratiquement toujours les mêmes, puisque la forme de l'instrument et aussi la façon dont il doit être perçu et compris fera qu'il sera utilisé et compréhensible par beaucoup plus de tribus aussi. Alors évidemment, c'est l'instrument qui va immédiatement, enfin j'y arrive. Là, pour le coup, les premiers instruments, comme ici avec les tubicentes, qui sont en fait des trompettes très très allongées qui produisent véritablement le son de musique qu'on a l'habitude d'entendre avec les péplums, par exemple, mais aussi l'instrument qui va venir contrecarrer le carnex également. Et également la puissance, puisqu'il y a plusieurs musiciens, soldats qui vont aussi jouer lors des batailles. Et qu'en plus, il y aura chez eux le tambour qui va rythmer. Il va y avoir beaucoup d'ordre aussi, de véritables... ils sont capables de diriger des centuries simplement avec certaines positions, certaines notes de musique, parce qu'ils ont vu aussi faire donc les Gaulois qui avaient cette dextérité-là. Alors, c'est vraiment là aussi l'introduction à l'intérieur donc d'un instrument de musique d'une partie entièrement moulée et fondue. C'est vraiment un instrument de 3-4 parties qui se dévissent là aussi chaque fois ici, de telle manière qu'il puisse être nettoyé également, parce que bon, il faut quand même penser un petit peu à tout. Et là, on a l'instrument et on a le moule qui a servi également pour la frappe, mais aussi pour la fonte de l'instrument. Alors, évidemment, après, en fonction des troupes, en fonction des régiments, on a toujours des instruments qui sont de plus en plus sophistiqués, avec des décors même donc de marqueterie, évidemment, dessus. Et là, on se retrouve donc avec les cornicènes. Et les cornicènes, c'est là aussi une puissance décuplée du fait de la façon dont ils sont ouvragés. Et voilà, comme je vous laisse simplement le voir, on est voilà, on est là devant les musiciens qui vont accompagner la troupe du début jusqu'à la fin et qui seront tout le temps là, mais qui peuvent aussi se défendre. Mais apparemment, ça sera relativement rapidement abandonné. Alors c'est vrai que pour le tenir, ils ont trouvé ce système, puisqu'on ne peut pas le tenir autour du corps, du fait qu'il va falloir se battre aussi à un moment donné. Et en même temps, ça permet de libérer la vibration de l'instrument. Et il n'y a aucun contact avec donc un muscle, une peau ou un tissu qui pourrait amoindrir et faire baisser les aigus dans l'instrument. Donc là, on voit sur les reconstitutions, je suis persuadé que vous en connaissez, que chez vous, vous devez aussi en voir et en entendre. Ce qui est toujours intéressant également, effectivement, avec les bas-reliefs, c'est qu'on reconnaît à l'intérieur donc des déplacements tous les instruments dont nous venons de parler. Il faudra attendre l'avènement de Constantinople et des autres pour voir arriver les cymbales qui sont inventés, on dit aussi, c'est vraisemblablement vrai, mais bon, par les Chinois qui vont avec donc ces deux
cymbales, faire un bruit tel que ça va, on dit ça, mais ça va effrayer les chevaux et aussi les soldats. Et dans la mythologie aussi, un couvercle bien nettoyé en bronze, il peut être utilisé aussi pour aveugler, pour enquiquiner l'adversaire aussi. Ça a été repris aussi dans des péplums, mais c'est une réalité. Alors, comme je vous disais, ici, on voit qu'on se développe déjà plus vers des orchestres. Alors là, normalement, voilà, je vais vous faire écouter quand même. Ce qu'on remarque aussi, c'est le côté dramatique de la sonorité de l'instrument. C'est pas une impression, c'est un son de sirène en fait. Quand on regarde un ensemble entier, entre guillemets, d'un orchestre et de partitions, certaines ont été retrouvées à Pompéi et il a pu être possible de redonner... On est là pour le coup également, toujours quand même dans une dimension assez sacrée. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est fait dans un culte. Là en plus c'est une musique pour Mercure. Voilà. Et lorsqu'on regarde aussi en général, à part pour les jeux aussi qui pouvaient être éventuellement affublés de musique, mais aussi pour les défilés militaires, il n'y a pas une véritable... ça doit être difficile parce qu'effectivement les facteurs, c'est pas tous les jours qu'on les voit, mais on va voir ici donc les premiers éléments. Voilà, hop là, on va y arriver. Les premiers éléments où on va commencer à travailler sur les cordes et on pense qu'effectivement le fait d'avoir eu l'Empire qui se soit donc dispersé un peu de partout sur le pourtour méditerranéen, et évidemment la cithare, évidemment les instruments avec avec les pauvres tortues ou autres, on voit que donc ça va se propager très rapidement aussi à l'intérieur de l'Empire, et en même temps ça va venir compléter la diversité de tous les instruments. Alors évidemment, on a des exemples, on va en mettre un pendant ce temps, sur la musique grecque. Voilà. Ça sera à peu près la même chose. Il ne veut pas démarrer, mais on ne va pas s'enquiquiner avec ça. Par contre, on a là aussi l'aulos, qui est en fait une flûte à double canal et qui se joue d'une manière, c'est très très compliqué parce qu'en fait il y a toute une dextérité à avoir. Et là, pour l'ensemble que nous venions d'écouter, on l'entend à l'intérieur à un moment donné. Elle tourne et on voit que les compositions sont faites avec des percussions qui sont également très aiguës. On a des petites timpales qu'on tape sur les doigts comme des instruments de...
Voilà, on les retrouve de toute façon déjà à cette époque-là. Ça ressemble en fait à une façon de faire de la cornemuse, quoi. C'est-à-dire qu'on a un bourdon derrière et après autour on a quelqu'un qui peut arriver à faire la mélodie par-dessus. Ça demande une dextérité assez incroyable également. Et on est au courant aussi de ce type donc de présence instrumentale puisqu'il y a des concours aussi qui étaient organisés avec les meilleurs joueurs, avec les meilleurs percussionnistes. Et à toute période, on a là aussi des découvertes avec effectivement ici un sistrum qui est on va le voir à côté après, qui est en fait un hochet. Et le hochet, lui aussi, servait à donc rythmer et à véritablement apporter ces aigus qu'on entend à l'intérieur de ces partitions musicales. On le retrouvait déjà effectivement dans les tombeaux égyptiens, il était représenté aussi. Et c'est vrai que pour en avoir trouvé un une fois dans la tombe d'un enfant, paix à son âme, un enfant romain qui était décédé. À l'intérieur, il y avait toute une collection de jouets. Et dedans, il y avait un sistrum qui, visiblement aussi, servait à éloigner les mauvais esprits. Mais pour lui, ça n'a pas marché. Alors là, c'était simplement parce qu'en fait, j'avais fait la présentation lors de la découverte des statues du théâtre antique d'Apt. C'était ici du reste, et en fait j'avais trouvé donc effectivement 3 statues de l'époque de l'empereur Adrien en marbre, bref, avec lui le dieu Pan, une syrinx qui est ici. Alors, l'histoire de la syrinx, elle est très simple, c'est Pan qui est donc particulier puisqu'il a un appétit sexuel débordant, du coup il est toujours en train de courir après les nymphes, etc. Et à un moment donné, il y a une nymphe qui s'appelle Syrinx et qui est effrayée par les avances et la violence de Pan, puisqu'il paraît qu'il était assez terrible, a imploré Zeus de se faire transformer en roseau pour disparaître, pour pas qu'il l'attrape, pour pas qu'elle soit violentée. Et Zeus a exécuté son plaisir. Allez, hop, il en a fait un bouquet de roseaux. Et quand Pan est arrivé, qu'il a vu qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, il a découpé dans les bambous ou dans les roseaux des tuyaux et il en a fait ce qu'on voit ici, donc une flûte qui s'appelle la syrinx. Voilà. Alors quand il était lamenté, un peu comme on pourrait dire, il avait des mélodies très puissantes et très tristes, et il a même fait ça avec Sélémé qui était la déesse de la lune. Alors, le grand exploit des sculpteurs, c'est d'avoir réalisé un instrument aussi avec toute la hauteur respectée des notes. Et même le forage à l'intérieur du touret voilà ici, des tubes sont exactement... Évidemment, j'ai essayé, mais il n'y a pas la totalité. Mais on en a déduit que la petite était très aiguë puisqu'il manque une partie. Donc en fait, on a même là encore une représentation divine. On voit le détail de l'entourage d'Adrien puisqu'il est venu à Apt, il a perdu son cheval et on sait qu'il a laissé ses statues à l'intérieur donc voilà. J'avoue que je l'ai amené ici, il est un peu familier, il connaissait l'endroit, donc ça va lui faire plaisir pour ce soir. Et voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vous parlais effectivement tout à l'heure donc de ces percussions qu'on vient d'entendre, et c'est vrai que c'est assez rudimentaire, mais néanmoins, le côté oriental de l'Empire fera que par la suite, on va étoffer la partition, mais aussi on va étoffer les rythmiques, et on va apprendre des autres autour. Donc, du coup, la musique, là, va passer un cap, elle va devenir plus festive. Elle sera un petit peu moins, entre guillemets, cultuelle que ce qu'elle était au départ. Voilà, donc bon, les tambourins, voilà, les cymbales aussi, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, hop là. Alors c'est vrai que le développement aussi des instruments et de
de la façon dont ils ont appris de l'instrument fait qu'on peut singulariser un tambour en lui mettant derrière 3 brins de cordes qui s'entrechoquent avec la peau et qui donnent une nouvelle sonorité à l'instrument. Donc il vient apporter encore une possibilité d'augmenter le registre général des compositions qui vont aussi avec. Mais pour nous, c'est des traceurs puisque ça, c'est utilisé dans certains pays de l'Afrique du Nord à l'époque antique aussi. Et on sait que ce n'était pas usité dans d'autres endroits. Donc on peut même arriver à donner avec les crotales. On peut, d'ailleurs, ça existe encore, ça est toujours utilisé, c'est certain. Celles-là, elles sont un petit peu moins reluisantes, mais bon, comme elles étaient comme ça quand on les a trouvées, évidemment, c'est assez exceptionnel. Et alors évidemment, après ça devient un art, puisque rien que là, pour les danseuses qui les utilisent, là on peut faire donc des croches, tic tic tic, on va 2 fois plus vite. Et si on multiplie par les 2 mains, on arrive à avoir une rythmique assez incroyable. Et on arrive véritablement à avoir des corps de ballet, entre guillemets, sur un théâtre antique, avec plein de personnes qui font tintébuler tous ces aigus. Alors évidemment, on a l'ancêtre de la castagnette, pratiquement. Hein. Voilà, il suffit de taper dessus, ça donne le même son. Et on retrouve là aussi le même type donc d'instrument, puisqu'on le voit, il est ici. Hop là. Mais bon, apparemment, il est assez occupé là. Donc une nouvelle fois, on retrouve là donc un instrument à double tuyau qui est récupéré de l'autre côté là aussi. On nous retrouve à la Renaissance, c'est vrai, des formes complètement étranges, puisqu'il fallait vraiment avoir beaucoup de souffle, visiblement pour alimenter les deux en même temps. Parce que bon. Et de l'autre côté aussi, ça prouve bien que la Renaissance étant plutôt caractérisée par la redécouverte des vestiges de l'Antiquité, on imagine bien qu'ils ont dû voir qu'il existait sur des enduits un peu de partout des instruments, ils les ont imités aussi. Voilà. Alors là aussi, c'est un petit peu pareil. C'est l'utilisation de tambours, de lyres aussi. Et on voit encore qu'ici, on est quand même assez loin avec les Cyclades. Et déjà existent, les renvois permettent de se rendre compte qu'en fait, ça part de là-bas. Ça part plutôt de l'Orient, entre guillemets. Certainement des parties de l'Anatolie. Et ça ne s'est jamais démenti, puisque c'est toujours d'actualité. Voilà, alors bon, évidemment, hein, les ménades, les danses qui vont avec, là c'est déjà un peu plus compliqué. On revient à du cultuel, mais voilà, ils doivent être bien fatigués le lendemain matin. Voilà, on va le dire comme ça. Mais par contre, on voit toujours les mêmes instruments, les percussions. Mais là, c'est un rituel, c'est simplement le cortège dionysiaque, en fait. Voilà. On revoit effectivement là aussi une musicienne bien. Alors évidemment, la pandoura, c'est plus ou moins l'ancêtre de la guitare, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure. C'était parti vraisemblablement d'un mix entre la lyre, cette espèce d'instrument avec la coque d'une tortue. Et à la fin, on arrive à avoir véritablement l'archétype même de l'instrument qui ne bougera pratiquement plus. Puisque de toute manière... Alors là, une des dernières choses sur les instruments, c'est qu'effectivement, on a quand même aussi des instruments assez particuliers, comme des orgues, entre guillemets, hydrauliques, qui sont actionnés, on le voit ici, sur un musicien qui a été enterré, qui a été inhumé avec son métier. On voit qu'il était musicien, puisqu'on a aussi... Pandura, la lyre, et on a tout le reste. Ça devait être un sacré personnage aussi. Ça a été retrouvé, je crois, sur Vaison, il me semble, ou à Arles, un des deux. Alors voilà l'instrument représenté sur un orchestre antique sur une mosaïque. On voit à peu près tous les instruments. On n'a pas les percussionnistes, par contre. Voilà, on voit bien ici comment pouvait fonctionner cet instrument avec le cornu. Et ici, on retrouve aussi, à un moment donné, évidemment, l'instrument qui est donc présent ici. Alors, il se présente, je vais passer la technique, c'est bon, mais il se présente de cette manière. On a ici des manettes pour pouvoir actionner ici donc tout le système de pression de l'air
qui va, du fait de la présence d'eau à l'intérieur de certains tuyaux, donner des notes qui seront différentes en fonction de... Alors, je veux dire, il faut rajouter de l'eau un peu de partout. C'est assez compliqué et surtout, pour les collègues qui les ont refaits, on n'entend vraiment pas beaucoup, quoi. C'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, c'était la question que tout le monde se posait. Par contre, maintenant, les orgues, on les entend bien, hein, parce qu'en fait, l'archétype même, c'est lui, quoi. C'est cet instrument-là, quoi. Celui qui l'a inventé, il devait bien aimer aussi les inventions, parce qu'à l'intérieur, c'est rempli de choses invraisemblables. Voilà à peu près le système et la manière dont ça fonctionne, effectivement. En fait, il faut boucher au fur et à mesure les... vous voyez, ça permet de faire sortir l'air, mais c'est pas polyphonique en même temps, c'est duophonique. C'est très compliqué parce que l'eau, il faudrait qu'elle soit très puissante pour arriver à alimenter tous les tubes. Donc bon, au moins on n'est pas déçu de pas trop l'entendre non plus. Je voulais terminer simplement pour en fait apporter l'information, il y en a pour 5 minutes, voilà. C'était surtout d'expliquer qu'en fait la musique par la suite va forcément avoir une influence sur l'architecture en premier lieu. Et à tel point qu'il a bien fallu qu'à un moment donné l'architecture le soit contrainte et qu'on puisse la contrôler aussi. Et ce qui veut dire qu'en fait, à l'intérieur d'un théâtre antique, la position de l'estrade et de la scène et la hauteur des gradins et des balthéus, qui sont les parapets qui séparent les VIP du peuple derrière, il ne faut pas qu'elle excède telle hauteur. Donc, admettons 1,20 m pour les balthéus. Tout ça, ça a été réglé et codifié par le célèbre architecte Vitruve, qui a fait des choses assez extraordinaires dans ce domaine. Et les endroits comme on va le voir directement. La manière dont le théâtre est construit et bâti, il intègre déjà les effets spéciaux à l'intérieur du spectacle qui sera donné dedans. Alors là, évidemment, la différence entre le théâtre romain et le théâtre grec, c'est que le théâtre romain, c'est une caserne. Le théâtre grec, il est ouvert sur la nature. Le vent, il peut rentrer. Il n'y a pas besoin d'avoir de discours de ci ou de là. Non. Le grec, ça ne lui plaît pas. Il prend un caillou, il le balance sur le mime en bas. Ce n'est pas un problème. Le romain, il ne peut pas. Ça ne se fait pas. Parce que c'est un peu particulier, quoi. Et la différence est là. Donc, il a fallu, d'une part, obliger le spectateur à regarder qu'une seule chose. Le mur en face. C'est tout. Et en même temps, les acteurs dessous. Donc, la meilleure manière de pouvoir réaliser une attention soutenue, c'est de donner en plus. Et là, on retrouve la publicité et cet esprit très, très particulier de démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, chez le latin, on a un mur de scène qui ressemble à un palais idéal, quoi. Dire, vous êtes là, moi je voudrais avoir ça et tout, quoi. Ouais, bon, mais c'est pas évident. Mais il y a une autre raison aussi. C'est une raison acoustique. À l'intérieur des murs de scène, on a des murs qui sont souvent des plaquages de marbre. Le son qui revient est toujours plus aigu. À qu'à voir, quand vous chantonnez dans vos salles de bain, vous remarquerez que le son est beaucoup plus aigu que dans la salle à manger. C'est parce qu'en fait, il y a la glace, il y a les mailles, il y a le lavabo, et le son est très aigu. C'est comme ça. Eux, ils l'ont compris, ils l'ont utilisé. Quand on a ici des fenêtres, des portes, on a des éléments qui représentent éventuellement quelque chose. Si on a un incendie dans la pièce de théâtre, on va avoir un gars qui va aller on y reviendra après, mais je l'avais préparé, le voilà. Et en fait, vous avez des gars qui sont cachés à l'intérieur, qui vont créer des bruits en plus. Ils vont, par exemple, prendre des tôles métalliques, ils vont les agiter, ça va donner l'impression d'un coup de tonnerre. Et ils sont cachés à l'intérieur. Ils vont se servir de l'estrade en bois, le pulpitum, avec dessous une estrade de bois et dessous ce qu'on appelle des hyposénias. C'est-à-dire que c'est un couloir à l'intérieur duquel les chevaux peuvent passer pour mener les décors qui seront utilisés sur la scène du théâtre et qui sortiront comme par magie, entre guillemets, de la scène et de l'estrade. Ils vont utiliser du tissu pour faire le rideau de scène, qu'on voit ici.
Ça, c'est celui d'Orange en principe. Ouais. Et derrière, donc, et dessous, il suffit de faire passer un cheval ou d'agiter des bruits en dessous la scène pour créer un son équivalent à ceux des... Je suis sûr que vous les adorez, ces sons graves. Quand vous avez la télévision, que vous avez l'impression que c'est même plus un son, c'est même pas un hurlement, c'est du grave. Voilà. Il faut que ça fasse vibrer le corps. J'exagère, mais c'est exactement ce qui était fait, quoi. Et à l'époque, dessous, ils pouvaient mettre un contingent d'une trentaine de personnes qui tapaient avec les pieds sur des tôles, sur du bois, et l'amplification se faisait avec des aigus quand on était en dehors, mais avec des graves quand on était dessous. Parce qu'en fait, le caisson en bois va générer du grave. Vous voyez, ils avaient pensé à tout. Une anecdote, Néron, bon, il voulait dans les pièces, quand il y avait le printemps, il fallait qu'on sente le printemps. Alors il avait fait installer des machineries avec des gars dessous qui faisaient bouillir de l'eau aromatisée. Et au moment où ça devait passer, pshht, et hop, tout le théâtre sentait. Voilà, il était content, vous voyez. Et la supercherie allait aussi loin, puisque dans les temples aussi, on a l'acoustique qui joue. Quand vous arrivez, vous êtes écrasé par ces colonnes et ces murs. Et lorsque vous portez une offrande sur une statue, enfin, devant... Alors, en effet, ouais, c'est vrai que c'est beau quand même. Bon, j'avoue que c'est... Oui, j'avais oublié de parler de la toiture qui sert à amplifier en plus le son. Parce qu'en fait, c'est un auvent aussi. Ça monte jusqu'au dernier gradin. Qu'importe, vu que les derniers, ce sont ceux qui sont les moins riches, ce sont ceux qui doivent certainement déjà à leur âge, voire encore moins, parce qu'ils n'ont pas des ophtalmos comme nous, et qu'en plus, ils ne devaient pas trop bien entendre non plus. Donc, c'est pas grave s'ils n'entendent rien, qu'ils ne voient rien, quoi. C'était calculé aussi comme ça. Dans les registres, tout était fait de cette façon-là. Mais pour en revenir à nos théâtres, on pouvait aussi contrôler le son en mettant sous les gradins des vases coupés, tronqués, qui sont comme donc on le voit ici, qui sont placés, et ce sont des vases acoustiques qu'on retrouve beaucoup en Anatolie, en particulier dans Sainte-Sophie. Là, il y en a de partout, c'est caché, mais ça a été tellement bien fait qu'on ne les voit pas trop. Par contre, un peu plus haut, on les verra après, là. Par contre, un peu plus haut, c'est Sinan, l'architecte de Soliman le Magnifique, qui, lui, dans sa fantastique mosquée, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je suis resté très étonné par la façon dont il a réussi. Et l'acoustique, elle est gérée de manière... et là, c'est pareil, il a des véritables citernes à son pour piéger le son et l'empêcher de faire réverbérer et d'apporter un écho. Évidemment, si la parole sacrée elle doit être divulguée, il vaut mieux qu'elle le soit directement en façon simple. Je regarde l'heure quand même, là. C'est bon, c'est pratiquement terminé. Voilà, je vous parlais de Sinan, le voilà, Mimar, mais lui aussi, il a bien expliqué qu'en fait, il s'était énormément inspiré de Vitruve, qui a pratiquement édicté toutes les lois, entre guillemets, acoustiques, et de toute façon, ses livres sur l'architecture, c'est... Quelle avance. Voilà, bon, on parlait tout à l'heure également par rapport à la diffusion du son. Il avait aussi, comme on les voit ici, là, les parties, les alcôves, là, il avait aussi comme ordre de trouver des endroits où le son ne devait pas sortir. Personne ne devait entendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc en fait, il a aussi fait le contraire. Donc pour l'acoustique, il a recréé des véritables... Voilà, donc effectivement, comme on est loin, comme on ne voit pas très bien, et comme on est très très haut, on fait des masques de telle sorte qu'au moins on voit et ça parle à tout le monde. Voilà, c'est la seule manière dont on a tendance également à oublier, c'est que la grande partie du théâtre, au départ, c'est des mimes, et ça ne va pas chercher non plus très très loin. Mais c'est pour cette raison que même là, l'acoustique et les sons, ils existent. Voilà. Voilà, ça c'était pour donner à peu près l'idée des volumes aussi par rapport au temple donc d'Artémis d'Éphèse. Et tout à l'heure donc je parlais effectivement de ça, que je divulgue. Quand le pénitent
celui qui paye pour avoir les faveurs d'Artémis, à peu près estimé à une quinzaine de mètres de hauteur déjà. Et donc il fallait transporter en même temps et mettre des feuilles donc, de laurier. Et on devait formuler son vœu, demander. D'abord, on avait bien acquitté la bonne redevance qui va avec. Ah, mais il y a du monde, il y a des prêtres, il faut entretenir. Et on attend un peu, on met la grappe de feuilles de laurier et au bout de 2-3 minutes, d'un coup, on entend un bruit qui vient de la tête. Et en fait, c'est simple. Il y a quelqu'un derrière, toujours dans les machineries dessous, qui a mis de l'eau bien avec de la vapeur. Et la vapeur, en haut, c'est un peu fidéliser le client, quoi. Voilà. Alors, je voulais terminer simplement cette conférence qui était un peu moins sonore que prévu, mais ça fait rien, on a entendu l'essentiel. Mais je voulais simplement parler de l'analogie avec l'enregistrement et donc le studio d'enregistrement de notre modernité où on peut reproduire tous les sons, faire ce que nous voulons, etc. Et je mets en relation, je dirais, le 21e siècle et quand le travail nous emmenait à descendre dans l'échelle des temps incroyable. Des fois, on se demandait vraiment. Et de se dire qu'en fait, nous sommes nous-mêmes déjà des véritables studios d'enregistrement, quoi. Notre bande magnétique, on n'en a pas, mais c'est l'ADN, un peu. L'ADN a gardé en mémoire tout ce dont j'ai essayé de vous parler avec les volcans, les lions, les ours. Je ne les ai pas tous mis parce que c'est pas la peine. C'est trop long. Bref. Et surtout... on a gardé la mémoire de tout ça. On a des gestes et des réflexes. La chair de poule en fait partie. On n'a plus les poils de nos ancêtres, mais on a gardé quand même la rétractation des pores avec ce mouvement qui n'intervient que quand on a peur et quand on est en insécurité, ou quand on entend un son très aigu qui fait peur, ou pire, quand on entend un bébé pleurer, mais qu'on ne sait pas pourquoi il pleure. Et que ça pleure longtemps. Vous voyez, ou alors quand on a un ami qui bâille. Alors s'il y en a un qui bâille, tout le monde bâille. Pourquoi ? Comment ? Mais en fait, c'est pareil, c'est enregistré dans cette caractéristique qui sont nos ADN. Espérons qu'une chose, c'est qu'à la fin, quand tout ça sera terminé, on ne va pas nous demander de rendre la bande magnétique et que c'était une grosse blague, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Vous ne sentez pas que dans votre conférence, vous nous avez parlé des danses. Or, par exemple, quand on voit les blocs romains, vous nous parlez de Néron dansant la lyrique. Alors, je vais demander à des professeurs conservatoires qui, à l'époque, nous faire des conférences, quelquefois, à quoi ressemblait une pyrrhique. On n'a aucune idée. Alors, il y avait quand même, il devait être capable de vous exprimer un rythme, exprimer une valse à 3 temps, c'est pas. On se prend dans Jan Strauss, mais c'est quand même. D'abord, c'est une valse à 3 temps. Apparemment, c'est la survenue de l'augmentation de l'Empire sur les parties orientales, également, et puis de toute façon, déjà les Grecs avaient déjà, eux aussi, j'ai pas beaucoup parlé des Grecs par rapport à ces critères assez simples, il n'y a pas un développement d'instruments faramineux, mais les danses, et puis surtout les Étrusques. Les Étrusques sont connus pour être les meilleurs danseurs dans beaucoup, voilà. Alors on ne connaît pas, mais on peut imaginer, on a des mouvements à travers des représentations de relief sur des cortèges dionysiaques. Mais est-ce que c'est de la danse ou est-ce que c'est de la transe ? Est-ce qu'on peut contrôler une transe, une danse ? Est-ce que le bruit du tambour, qui est quand même la caractéristique du chaman, ne va pas entraîner aussi une danse ? C'est vrai que, et comme je l'ai dit, je pense que ça va avec, quoi. C'est impossible. Je m'étonne qu'il n'y ait pas un solfège sortant des mesures, des choses comme ça. Alors ça, par contre, pour avoir fréquenté
des affaires de théâtre, entre guillemets. Il existe une codification dans certaines compagnies. Oui, c'est assez cauchemardesque. Parce que la musique, c'est une chose, mais alors là, j'avais voulu m'y frotter, je me suis bien piqué, quoi. Parce que vraiment, c'est un truc, voilà. Mais bon, c'est obligatoire, mais même à l'époque du néolithique, même avant, quoi. Et puis, qui peut empêcher un jeune enfant de danser tout seul? C'est naturel, je pense, moi. En tout cas, c'est plus facile de danser que de faire de la musique. Ça, c'est sûr. Voilà. À la préhistoire, les hommes jouaient dans les cavernes, les Grecs et les Romains jouaient dans les théâtres. Est-ce que les Égyptiens jouaient dans les pyramides? La pyramide étant funéraire, peut-être que pour le dernier voyage, on accompagne avec la musique. Mais en règle générale, eux, par contre, ils sont beaucoup plus restés, pour les premiers temps, des croyances égyptiennes sur du cultuel et du formalisé, les temples, les musiques. En plus, j'en ai pas parlé parce que il y a des corporations aussi. Les corporations de musiciens, on en a ici aux Alicants, on en a de partout. À côté, on a des tombes avec évidemment des sépultures, des inscriptions ou des cipes ou autre chose. Il y a pas, c'est omniprésent, quoi. Des syndicats d'acteurs aussi, ça existe, c'est pareil. On sait qu'ils sont par corporation et qui vont se déplacer de partout et on retrouve même quelquefois des inscriptions qui relatent leurs exploits. Mais les Romains étaient ça c'est vrai, étaient très jaloux des Étrusques. Les Étrusques étaient assez souvent affublés de bonnets pointus rouges. Les Ludos, c'est Ludos, c'était un petit peu le personnage atypique, le fou du roi un peu peut-être. Et voilà, c'est vrai que les Romains, ils n'ont pas beaucoup d'humour. Un point que vous n'avez pas trop abordé, c'est le fait qu'un certain nombre d'instruments de musique, si l'on en croit la mythologie grecque, ont été offerts aux hommes par les dieux, que ce soit la cithare ou même le holmos. Oui. C'est un cheminement. Est-ce que ce n'est pas les dieux qui les ont volés aux hommes? Pourquoi? Parce que si on prend les premiers qui sont des hommes préhistoriques, à mon avis, leur dieu était certainement plus proche de la réalité du quotidien, comme je disais, avec les bruits, les animaux, les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre surtout. Et effectivement, la récupération... je crois que, par exemple, Stradivarius, pour prendre un exemple beaucoup plus contemporain maintenant, pour nous, hein, mais en tant que... Ça tient du miracle, quoi. C'est vraiment... comment il est arrivé à faire ça? Pourquoi son vernis, le bois? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à avoir des instruments qui coûtent des millions d'euros désormais? J'ai abordé simplement le grand dieu Pan en disant, là je le flatte, pour dire qu'en fait il avait aussi inventé la syrinx. Alors c'est un dieu, c'est un dieu qui faisait souvent sourire à l'Olympe. Il a inventé ce... C'est vrai. C'est un choix. J'avais prévu beaucoup plus de bruit, mais bon, ça va, il vaut mieux. Ça ira.